ma deuxième intervention du jour, sur la crise des subprimes. Donc là, on va quitter le domaine théorique délicat, complexe et fascinant qui vient de nous être présenté, et on va voir un petit peu quelles sont les données de l'économie réelle qui peuvent nous permettre de justifier en fait l'application de la théorie autrichienne à la crise que nous connaissons, qui est principalement ce qu'on appelle la crise des subprimes. On verra que le nom n'est peut-être pas le meilleur possible. Et je commence par une citation de Robert Lucas, un économiste actuel, un des plus prestigieux économistes actuels, prix Nobel d'économie, qui écrivait en 2003 ma thèse donc dans cette conférence qu'il faisait, on verra juste après laquelle, est que la macroéconomie a atteint son but. Son problème central, qui est de prévenir les dépressions, a été résolu, donc en pratique, et ça fait plusieurs décennies maintenant que ce problème est résolu. Donc en 2003, l'un des économistes les plus connus, vraiment une référence scientifique de très haut niveau, expliquait ceci, voici Robert Lucas, lors de son adresse présidentielle de l'Association économique américaine. Donc on peut dire prix Nobel et président de l'Association économique américaine, c'est le top du top. Hein. C'est l'élite. C'est l'élite. Et ça m'a fait penser à un petit article de Murray Rothbard qui expliquait que lorsque l'un des économistes, un économiste vraiment bien en vue, bien institutionnalisé, vous explique que c'est bon maintenant, les crises, on a tourné la page, il n'y en aura plus, on sait faire, on sait gérer, vous inquiétez pas, on est sûr qu'une crise vraiment grave nous attend au tournant. Bon là, il a fallu attendre 2003, 2006, on va voir, c'est la crise immobilière, 2008, la dépression, et ils y sont encore aux États-Unis. Hein. Donc on peut dire que son problème central a été résolu. On peut avoir quelques doutes, surtout, bon, ce n'est pas un sujet que je vais aborder là, mais quand on voit les hésitations, les tergiversations de la Réserve fédérale des États-Unis, de la Banque centrale, qui, à l'heure actuelle, ne sait absolument plus quoi faire pour sortir les États-Unis de la crise. Hein. Voilà. Au revoir, Robert Lucas. Et nous revenons. Vous connaissez peut-être les Shadocks. Les Shadocks, ce dessin animé culte des années 70, il y avait une maxime Shaddock qui disait pour faire le moins de mécontents possible, il faut toujours taper sur les mêmes. Donc là, je vais retaper un petit peu sur Gregory Mankiw, le pauvre. Pas grave, il ne me connaît pas. Alors, Gregory Mankiw, et ça a été évoqué juste avant par Nikolai, dans son manuel, tout au moins dans les éditions qui précédaient, quoique maintenant la présentation n'a pas beaucoup changé, il présentait donc deux types de crises. Un premier type de crise, la crise de demande. Donc, premier et principal type de crise économique, donc là on est en 1997 ou 96 ou 97. Depuis, il a étoffé un petit peu son chapitre, il a rajouté 2 pages sur la crise des sous-prix. Bon, pas très satisfaisante, mais bon, on n'aura pas le temps de s'y attarder. Donc, bien avant donc, la crise des sous-primes, il nous explique qu'il y a 2 grands types de crises économiques. Le premier, c'est la crise de demande. Alors, qu'est-ce que c'est que la crise de demande? Eh bien, c'est une crise qui fait suite à un choc. Donc, il y a un choc. Ça peut être un krach boursier, ça peut être une montée des incertitudes, des inquiétudes, une menace de guerre, pourquoi pas du terrorisme. Bon, à l'époque, il ne l'évoque pas, puisque ce n'était pas encore à l'ordre du jour aux États-Unis. Mais donc, il y a un choc qui se produit, qui fait que les gens vont réduire leurs dépenses. Donc les gens réduisent leurs dépenses par inquiétude, par peur, ou suite au krach boursier, réduisent leurs dépenses, donc les entreprises reçoivent moins d'argent, du coup leurs revenus baissent par rapport à leurs coûts qui sont restés, qui sont fixés au niveau où elles les ont subis, du coup elles font des pertes, du coup elles doivent réduire leur production, du coup elles doivent licencier, du coup il y a du chômage et le système économique entre en récession. Donc la crise de demande, donc c'est un choc de demande, une contraction de la demande globale qui envoie une onde négative, si on peut dire, dans le système économique et qui le fait entrer en récession. Et comme ça a été dit tout à l'heure, effectivement ici, ce qui est très frappant quand on lit ces passages du point de vue de l'école autrichienne, c'est qu'on a une théorie du choc qui est complètement exogène. On a un choc externe. Alors, le premier qui cite, c'est bien le krach boursier. Effectivement, bien souvent, les récessions commencent par des krachs boursiers, mais on ne sait pas du tout
pourquoi il y a eu un krach boursier. Il y a eu un krach, et voilà. Bon, c'était un krach, ça aurait pu être autre chose. On n'a aucune explication. Or, toute la théorie autrichienne, ça va être d'expliquer comment la crise se prépare, une phase préparatoire de montée d'un déséquilibre sournois, insidieux, qui se creuse dans le système économique et qui éclate au grand jour. Là, on n'a aucune idée de ce qui peut se passer auparavant et qui va causer la crise. Et puis là, pour mémoire, donc, il distingue un second type de crise qu'il appelle la crise stagflationniste, qui est une terminologie tout à fait inadéquate, parce que ce qu'il veut dire là, l'exemple qu'il prend, c'est la crise du pétrole. Donc lorsque l'une des ressources fondamentales de l'économie se raréfie pour une raison ou une autre, la production va baisser, par exemple s'il y a moins de pétrole disponible, la production va baisser, et donc le niveau des prix va avoir tendance à monter, et donc on va avoir ce qu'il appelle une crise stagflationniste, sauf qu'à l'époque, dans les années 70, la crise stagflationniste avait une composante monétaire extrêmement importante. Donc ce n'était pas simplement la hausse du prix du pétrole. Là, je passe là-dessus. Qu'est-ce que j'ai après ? Alors, maintenant, on passe au cycle des sous-primes. Je vais éventuellement me référer. Alors, ce cycle correspond donc de façon tout à fait frappante au schéma explicatif de la théorie autrichienne. En effet, il débute par une forte expansion du crédit, c'est ce qu'on va voir. Il se manifeste dans la phase de boom par un profond malinvestissement, particulièrement visible dans le secteur immobilier. Et il se termine par une douloureuse crise d'ajustement, juste après la remontée des taux d'intérêt orchestrée par la Banque centrale dans le but d'éviter l'inflation. Donc la première question à se poser quand on a affaire à un cycle, c'est de se demander, dans la perspective autrichienne, est-ce qu'il y a eu création monétaire ? Une expansion du crédit, le premier indicateur auquel on peut jeter un coup d'œil, c'est la masse monétaire. Ici, j'ai pris la masse monétaire M1, stock de monnaie M1, donc grosso modo les pièces, les billets, les dépôts. Et on voit effectivement, ce sont les données officielles, ici, à partir de 2001, on a une augmentation ici sensible, un pic, je présume que ce sont les attentats du 11 septembre ici. Donc on voit qu'au fond, c'est un pic dans la tendance, mais ça ne modifie absolument pas la tendance elle-même. On a une montée de la masse monétaire jusqu'à peu près jusqu'au début 2005, et on va voir pourquoi ça s'arrête à ce moment-là, c'est aussi une décision politique. Donc on part à peu près de, ici, 1000 milliards de dollars, et on arrive pour M1 aux alentours de 1400 milliards à peu près, c'est-à-dire une augmentation, peut-être pas de 40%, n'exagérons pas, mais de 30% en quelques années de la quantité de monnaie M1, et les autres quantités de monnaie, les autres indicateurs M2 par exemple, augmentent de 7-8% par an aussi pendant toute cette période. Donc incontestablement, on a une augmentation de la quantité de monnaie, mais le meilleur moyen de vérifier qu'on a bien affaire à une expansion du crédit, c'est de regarder, non pas ce qui se passe du côté de la quantité de monnaie, qui est quand même significatif, mais plutôt ce qui se passe du côté du taux d'intérêt de court terme, du taux d'intérêt de court terme principal. Alors, j'aurais peut-être dû mettre un autre schéma avant. Donc, que se passe-t-il et pourquoi est-ce que la quantité de monnaie augmente à ce moment-là ? En 2001, se produit l'éclatement de la bulle Internet. C'est ce qu'on voit ici, on a une phase de récession qui est indiquée en zone grisée, c'est ce qui est marqué là. Les zones grisées indiquent les récessions aux États-Unis. Donc ici, c'est l'éclatement de la bulle Internet, une récession économique. Mince. Et pour répondre à cette récession, la Réserve fédérale, la Banque centrale des États-Unis, décide de recourir à une politique d'expansion du crédit pour soutenir l'activité économique. Alors ce qui est bien aux États-Unis, c'est que tous les 6 mois, il y a un rapport officiel et public de la Banque centrale des États-Unis qui explique et justifie sa position. Donc c'est ce qu'on va voir là. Donc là j'ai repris carrément
j'ai copié-collé le texte du bureau de la Réserve fédérale, 2001, juillet 2001. Donc ils observent qu'il y a une faiblesse dans l'économie qui est plus importante qu'on l'avait prévu. Shakeout in the high technology sector, donc c'est bien l'éclatement de la bulle Internet, a été particulièrement sévère. Bon, les ventes, les profits sont décevants, etc. Donc les entreprises réduisent leurs achats. Bon. Pour améliorer les conditions financières et soutenir la croissance économique, le FOMC, donc ça c'est Federal Open Market Committee, donc le comité décisionnaire de la Banque centrale, a réduit son taux d'intérêt, son taux d'intérêt d'objectif, 4 fois depuis février 2001 et l'a amené donc à baisser son pourcentage. C'est ce qu'on va voir juste après. Donc on a l'explication, la Réserve fédérale explique, voilà, on est dans une situation qui est plus mauvaise que prévu, l'éclatement de la bulle Internet, qu'est-ce qu'on fait ? On va baisser le taux d'intérêt, faire une expansion du crédit pour soutenir l'activité économique. Et donc ça, on le voit d'une façon extrêmement claire quand on regarde le taux d'intérêt qui est manipulé par la Banque centrale des États-Unis, qui s'appelle le Fed Fund Rate, le Federal Funds Rate. C'est le taux d'intérêt auquel les banques se prêtent entre elles. Et il est donc manipulé par la Réserve fédérale, principalement par ce qu'on appelle les opérations de marché ouvert, Open Markets Operations. Donc c'est le taux d'intérêt manipulé. Et qu'est-ce qu'on constate ici ? Eh bien que ce taux d'intérêt qui était au-delà de 6% à 6% et demi ici, en une année, a chuté à peu près à 2%, puis à nouveau à peu près à 1,5%, et ici, au milieu de 2003, a atteint son minimum, c'est-à-dire à peu près 1%. Dans cette période-là, les taux d'intérêt réels sont restés négatifs pendant près de 2 ans. En fait, hein. Donc on a une manipulation extrêmement visible du taux d'intérêt, de ce taux d'intérêt particulier. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce taux d'intérêt de court terme entraîne à sa suite les autres taux d'intérêt de court terme. On peut le vérifier sur d'autres données de l'époque. Hein. Donc cette manipulation de la Réserve fédérale entraîne vers le bas tous les taux d'intérêt de court terme. Et on voit que cette manipulation, elle est rapide et elle est brutale. On passe de 6,5 à 2 ici, on baisse encore. Et puis ensuite, on a une remontée, mais ça on le verra tout à l'heure. C'est la remontée des taux d'intérêt pour éviter l'inflation qui va déclencher la crise d'ajustement. Mais pour le moment, on est dans l'idée de soutenir la croissance économique, de relancer le système. Et donc, on fait baisser rapidement et brutalement le taux d'intérêt, ici manipulé par la Réserve fédérale. Donc, on a clairement une expansion du crédit, ça fait absolument aucun doute. Moi, je me suis trompé. Alors, effectivement, on a aux États-Unis à l'époque un boom économique. J'ai repris le taux de chômage ici. Vous voyez que pendant la bulle Internet, le taux de chômage était passé de 4% à peu près à 6%, donc une augmentation tout de même de 50%. Que le taux de chômage est resté élevé pendant une bonne période, ce qui explique les baisses successives du taux d'intérêt du Fed Funds Rate par la Réserve fédérale. Hein. On l'a vu, ils ont ici. Ils l'ont baissé, rebaissé. On comprend pourquoi. Hein. C'est parce que le taux de chômage restait relativement élevé. Et puis, au bout d'un certain temps, à partir de 2004, le taux de chômage commence néanmoins à baisser et revient vers 4,5% à la fin de la période. Et ici, on a donc l'évolution du produit intérieur du PIB, donc la production de richesse, grosso modo. On voit que ça reste un petit peu faiblard au début, et puis qu'à partir de 2003, la production de richesse commence à se développer davantage. Mais il y a certainement, dans l'interprétation autrichienne tout au moins, une composante de malinvestissement ou d'artifice dans ce boom économique. Alors.
Alors, le malinvestissement. Donc, bien entendu, on le sait aujourd'hui, ce malinvestissement s'est manifesté principalement, pas uniquement, mais principalement dans le secteur immobilier. Et effectivement, on voit, ici, en prenant le prix moyen des maisons aux États-Unis, des maisons individuelles, entre 2000 et 2007, on a une montée qui va s'accélérer considérablement à partir de 2003 et qui va s'inverser à partir du milieu de l'année 2006. Ça, c'est la manifestation d'un malinvestissement. Alors, à l'époque, vers 2003-2004, beaucoup de spécialistes immobiliers aux États-Unis pensaient que, ils connaissaient ces données, bien entendu, ils connaissaient ces chiffres, mais ils pensaient qu'il ne s'agissait absolument pas d'un malinvestissement. On avait par exemple un nommé Retsinas, qui était donc un grand spécialiste reconnu de la question des prix immobiliers aux États-Unis, qui expliquait que non, cette montée des prix était tout à fait justifiée. C'était pas du tout une bulle. Il y avait d'abord une forte demande immobilière, une offre relativement limitée, et puis des taux d'intérêt étant relativement faibles, eh bien c'était tout à fait normal qu'on ait ce type de scénario. Ce n'était pas du tout une bulle, c'était la situation économique normale. Alors, à l'époque également, un certain nombre d'observateurs ont affirmé qu'on avait malgré tout bien affaire à une bulle. Mais quand j'ai regardé les observateurs qui avaient dénoncé ou qui avaient affirmé qu'il s'agissait bel et bien d'une bulle, je me suis aperçu que leur justification n'était pas très solide. En revanche, dès 2003, on a du côté de l'école autrichienne un économiste qui s'appelle Frank Shostak, en mars 2003, qui a publié un article au titre extrêmement explicite, que je vais retrouver tout de suite dans la bibliographie, parce que tout ce que je vous présente là est tiré d'un article que j'avais écrit il y a un an. Shostak. Oui, son texte de 2003 s'appelle « La bulle immobilière, mythe ou réalité ?» Il répond « réalité », bien sûr. Et la supériorité, je dirais, de l'analyse autrichienne par rapport aux autres, c'est de mettre en relation l'augmentation du prix immobilier et l'augmentation de la quantité de monnaie ou la diminution du taux d'intérêt. Et c'est effectivement ce que fait Frank Shostak, ici, mars 2003, publie un article sur le site de l'Institut Mises, où il met en relation le Fed Fund Rate, donc le taux d'intérêt manipulé par la Banque centrale des États-Unis, et le prix médian des maisons, bon, sous une forme un petit peu modifiée. Et donc, il explique qu'il s'agit bien d'une bulle. Les bulles sont créées proviennent de la création monétaire, de l'expansion du crédit. Et donc, ce qui est pertinent, ce qui montre que c'est une bulle, c'est la mise en relation entre le taux d'intérêt, c'est-à-dire indirectement la création monétaire, et le prix, ici, de l'immobilier. Si vous voulez, la spécificité de l'analyse autrichienne, c'est de mettre systématiquement en relation les bulles et la création monétaire. Et quand vous regardez les autres experts qui, soi-disant, ont prévu ou ont anticipé ou ont expliqué avant l'heure qu'il s'agissait d'une bulle spéculative, cet élément monétaire est absent de leur analyse. Il n'y a pas de théorie derrière, ils disent juste c'est une bulle. Ils ont raison, mais ils se basent simplement sur l'augmentation du prix de l'actif, ce qui est quand même un petit peu léger. Les Autrichiens ont une théorie, le moyen donc d'observer et de comprendre plus finement les choses. Donc à partir de 2003-2004, il y a plusieurs articles de commentaires d'actualité dans la tradition autrichienne, d'économistes de l'école autrichienne, qui affirment que cette évolution des prix de l'immobilier est bel et bien une bulle qui est vouée à exploser et à déclencher une grave crise économique. On est en 2003-2004. Et à l'époque, vous avez beaucoup d'économistes et la plupart des experts immobiliers aux États-Unis qui sont ravis de la situation. Les prix flambent, je suppose qu'ils ont investi eux-mêmes dans l'immobilier. Ils sont euphoriques, contents comme tout, ils expliquent que non, pas de problème, la situation est normale. Alors, le malinvestissement ne se limite pas au secteur immobilier. Donc ici, vous avez l'indice boursier Standard & Poor's 500, donc 500 entreprises. On voit ici donc la chute qui est due à l'éclatement de la bulle Internet, et puis les choses repartent
ici très fort, avant de se casser complètement la figure au moment de la récession. Donc on voit que la bulle n'est pas limitée au marché immobilier, elle est plus générale et elle affecte l'ensemble du système. Du point de vue de la théorie autrichienne, elle va affecter essentiellement les étapes hautes ou éloignées de la consommation finale de la structure de production. Alors donc là, pour l'instant, on est dans l'expansion du crédit, le boom artificiel, le mal investissement. Maintenant, on passe à la phase suivante. Juillet 2004, la Réserve fédérale donc explique qu'elle modifie sa politique monétaire. C'est bien ça. Donc, l'emploi commence à s'améliorer, la croissance augmente à un rythme solide. Très important, l'inflation, core inflation, ce qu'ils appellent, on verra tout à l'heure ce que c'est. L'inflation des prix des biens de consommation commence à poindre le bout de son nez. Donc la situation économique est bonne, l'emploi repart, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais l'inflation commence à poindre le bout de son nez. Dans ce cas-là, l'objectif, étant donné que la situation économique est bonne, l'objectif de la Banque centrale change, ce n'est plus l'emploi puisque la situation est convenable. Hop. The goal of price stability has moved into the balance. Donc l'objectif de stabilité des prix passe maintenant au premier plan. D'accord ? Et donc, la politique monétaire, ce qu'ils appellent dans leur jargon accommodante, la politique monétaire accommodante, oui, l'expansion du crédit, ils appellent ça une politique monétaire accommodante. C'est gentil comme terme. Donc cette politique peut maintenant être peu à peu résorbée. Okay. Mais à pas mesurer, prudemment, on va petit à petit resserrer en fait les vannes du crédit. Alors donc cette politique ce changement de politique de la Banque centrale, on le voit très bien, on le comprend très bien à partir de cette statistique sur l'indice des prix à la consommation. Donc il s'agit de ce qu'ils appellent la core inflation, c'est-à-dire tous les biens de consommation, moins la nourriture et moins l'énergie. La nourriture et l'énergie sont censés être des biens dont le prix est trop volatile et donc la Réserve fédérale, quand elle mesure l'inflation qui est pertinente en vue de mettre en place sa politique, utilise systématiquement ce qu'elle appelle core inflation. Donc ils enlèvent le prix de la nourriture et le prix de l'énergie. J'avoue que je suis un peu sceptique vis-à-vis de cette décision, mais c'est expliqué d'une façon extrêmement claire par Ben Bernanke, hein, le président, le directeur de la Réserve fédérale en 2010. J'aurais peut-être dû reprendre cette citation. Hein. Core inflation, donc l'inflation ici, la hausse des prix des biens de consommation telle qu'elle est mesurée ici, exclut les composantes les plus volatiles de l'index des prix. Hein, donc ils recherchent un indice des prix un petit peu plus stable. Je pense aussi que ça les arrange parce que ça doit assez nettement minorer l'inflation. Alors, on continue maintenant à justifier le changement de politique monétaire dont on va voir les conséquences drastiques sur le taux d'intérêt. Juillet 2005, donc un an plus tard, les conditions économiques sont à peu près correctes, donc c'est toujours le rapport biannuel de la Réserve fédérale. On observe maintenant des pressions à la hausse de l'inflation. J'ai oublié de commenter le graphique juste après, donc je vais y revenir. Le comité de la Banque centrale continue à supprimer ou à résorber la politique qu'il avait mise en place et remonte
raising the intended federal fund rate. Donc, on remonte cette fois-ci le taux d'intérêt et on le comprend bien. Effectivement, on voit qu'ici, à partir de 2005, là, on est dans cette période. Effectivement, on voit le taux d'inflation qui remonte ici et la Banque centrale qui commence à se dire, à partir du moment où la situation économique est bonne, on change de politique, on resserre les vannes. Alors, quand il resserre les vannes, ça donne ceci. Voilà le fameux Federal Funds Rate. Donc ici, on est encore dans la politique de bas taux d'intérêt qui a suivi l'éclatement de la bulle Internet. Et je ne sais pas si vous voyez le contrôle qu'ils ont sur ce taux d'intérêt, mais c'est quand même impressionnant. Quand ils veulent une ligne, ils ont une ligne. Hein, et une fois qu'ils sont là et qu'ils se disent attention, vous voyez, là, on est à la crise immobilière, c'est mi-2006. Retournement du marché immobilier américain. Oups, qu'est-ce qui se passe? Hein, et puis ensuite, on a la récession et là, on arrive pratiquement à zéro. Alors, donc on est dans cette période ici où on a une remontée du taux parfaitement expliquée, justifiée par la Banque centrale des États-Unis. Qu'est-ce que j'ai après? Donc février 2007. Alors ici, la Banque centrale va nous expliquer pourquoi ils ont ici arrêté la remontée des taux. Hein, on a un ralentissement dans la construction résidentielle, effectivement. Tout le secteur, suite au retournement du marché immobilier, tout le secteur de la construction va prendre un choc considérable. Hein. J'ai des statistiques, je ne comptais pas vous les donner là, mais bon, je crois qu'ils ont, en un an ou deux, ils ont perdu 30 ou 40% de leur activité. Donc effectivement, après le renversement, le retournement de la tendance immobilière, ça a été un choc énorme hein, dans le secteur de la construction résidentielle. Further slowdown, oui, c'est pas, j'appelle pas ça un slowdown, hein, ça va être carrément une catastrophe dans ce secteur. Les automobiles, etc. L'emploi reste malgré tout solide. Bon, et donc, dans ce contexte économique, eh bien, le comité a décidé de laisser la politique inchangée tout au cours de 2006. Et là, on est à peu près en mi-2007. Effectivement, ils ont décidé de stabiliser. Ça, on peut dire que quand ils stabilisent, ils stabilisent. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? La crise des subprimes. Encore une fois, le nom n'est peut-être pas le plus adéquat. On y reviendra brièvement. Signe annonciateur. Les premiers signes de la crise immobilière aux États-Unis se situent à la fin de 2005, lorsque le prix des maisons atteint un plafond dans 3 régions, région de Boston, de Détroit et de San Diego. Et, comme on l'a vu sur le graphique tout à l'heure, à la mi-2006, c'est le marché immobilier national qui commence à se retourner. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure sur le schéma. Pas de problème. Alors, donc une petite chronologie de la crise. À partir de mi-2006 à peu près, les faillites des banques immobilières se multiplient, mais se multiplient, ça veut dire par dizaines et dizaines et dizaines et dizaines d'établissements qui font faillite. Très impressionnant quand on voit la liste. À partir d'avril 2007, disons mi-2007, les indices boursiers Dow Jones, Standard & Poor's 500, etc. commencent à stagner. La crise commence officiellement, d'après l'organisme statistique économique aux États-Unis, le NBER, en décembre 2007. Et tout au long de 2008, c'est une chute plus ou moins brutale de la production et des indices boursiers. Donc voici, pour vous donner une idée quand même de la sévérité de cette crise, l'évolution du PIB des États-Unis en taux annualisé. Donc au premier trimestre 2008, donc là on a le début de la récession, avec une baisse qui est encore relativement modeste. Puis au deuxième, une légère hausse en taux annuel. Hein. Donc sur le trimestre, il faut diviser par 4 pour avoir le taux de croissance. Et puis là, à partir du troisième trimestre 2008, ça commence à tomber sévère. Quatrième trimestre, puis début 2009, là c'est la catastrophe. Et là, bon, le système commence à amortir un petit peu sa chute. Donc la crise économique au cours de 2008 et début 2009 a été extrêmement sévère aux États-Unis. C'est ce qu'on voit ici sur ces données. C'est un choc vraiment très très important. Ce qui nous ramène à la citation que je donnais au tout début de l'intervention de Robert Lucas.
Le taux de chômage va augmenter, il était aux alentours, ici c'est le trait continu, hein, c'est ça, ouais. Il était aux alentours de 5%, il va carrément être doublé, vous voyez, en l'espace de 2007-2009, en l'espace de 2 ans, le taux de chômage est multiplié par 2, et la croissance économique, évidemment, ou la production ici, s'effondre de façon assez nette, surtout donc à partir de mi-2008, ici, et 2009. Donc, les données qu'on vient d'examiner sont tout à fait en adéquation, même de façon étonnante, je trouve, en adéquation avec l'explication autrichienne. On a une expansion politique du crédit, un malinvestissement. Puis, on a bien vu la politique de la Banque centrale, hein, qui remonte les taux d'intérêt, qui contracte le crédit pour éviter l'inflation, parce qu'elle se dit la situation économique est redevenue correcte. Maintenant, bon, c'est bon, on peut resserrer un petit peu les vannes. Donc, une remontée politique des taux d'intérêt, et là, la crise de réajustement qui se déclenche et qui est d'une sévérité, vraiment très, très grande. Une sévérité très grande, mais qui est à la mesure de l'expansion du crédit qui a eu lieu dans les années précédentes. Hein, puisque, comme j'avais dit tout à l'heure, pendant près de 2 ans, les taux d'intérêt réels sont devenus négatifs aux États-Unis. Alors, je n'ai pas fait le rapport avec les périodes antérieures, mais je crois que ça faisait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années que les États-Unis n'avaient pas connu une expansion du crédit semblable, me semble-t-il. Peut-être que de meilleurs connaisseurs me démentiront. Hein. Mais donc la crise ici, très sévère qu'on vient d'observer, elle est, je dirais, à la mesure de l'expansion du crédit extrêmement importante qui a été déclenchée par la Réserve fédérale. Alors maintenant, je vais passer aux aspects financiers de la crise. En fait, on peut montrer qu'un certain nombre d'aspects non monétaires de cette crise économique sont en réalité la conséquence des manipulations monétaires de la Réserve fédérale. Donc, l'aspect financier, voilà, c'est ça. Bon, le rôle des aspects financiers a été évidemment reconnu par tous les observateurs. Là, j'ai pris une citation du directeur de la Banque centrale des États-Unis. L'un des principaux facteurs de la crise immobilière est l'utilisation accrue de types exotiques de prêts immobiliers et l'augmentation résultante du risque de souscription. Cette conclusion suggère que la meilleure réponse à la bulle immobilière aurait été la régulation et non la manipulation monétaire. Bien sûr. Oui, c'est écrit noir sur blanc dans un texte extrêmement intéressant qu'il a écrit, son article principal qu'il a écrit en 2010 sur la crise financière économique des États-Unis. Alors, comprendre le rôle des aspects financiers, donc là je vais m'en tenir à des considérations tout à fait simples. Hein. On voit que l'expansion du crédit a fait baisser les taux d'intérêt de court terme. Bon, ça, c'était très très visible sur les données. Hein. Et que du coup, compte tenu de la baisse des intérêts de court terme, les emprunts à taux variable ont été favorisés. Les emprunts à taux variable sont les emprunts que vous faites au taux courant. Donc si vous avez un taux courant qui est extrêmement faible, bien entendu, vous avez intérêt, surtout si vous n'anticipez pas de hausse future de ce taux, vous avez tout intérêt à contracter, à emprunter à taux variable. Les prix immobiliers à taux variable sont appelés aux États-Unis donc Adjustable Rate Mortgages. Donc mortgages, ce sont les prêts immobiliers à taux variable, taux ajustable, ARM. Donc bien entendu, les emprunts à taux variable sont risqués, peuvent devenir difficiles à rembourser quand les taux d'intérêt de court terme remontent. D'autant plus que dans le cadre de cette expansion du crédit et de ce boom immobilier, de nouveaux types de prêts à taux variable se sont développés, qui existaient déjà, mais qui ont pris une ampleur qu'ils n'avaient pas auparavant. C'est pour donner une idée de
la dimension, l'aspect financier de cette crise économique. Donc, il y a eu par exemple ce qu'on appelle les interest only. Donc ici, c'est un emprunt dans lequel l'emprunteur, pendant un certain nombre d'années, ne va verser que les intérêts de son prêt et ne pas commencer à rembourser le capital. Donc les premiers versements se limitent au versement d'intérêts, bien entendu. Donc ça allège le prêt au début, dans les premières années, ou même les pay option ARMs, où là, dans les premiers mois ou les premières années de l'emprunt, l'emprunteur ne rembourse même pas le taux d'intérêt. C'est-à-dire, il rembourse une somme qui est inférieure au taux d'intérêt, ce qui fait qu'en réalité, la somme qu'il doit rembourser augmente. La somme qu'il doit rembourser augmente avec ce système. Au début, elle augmente. Donc, au bout de quelques mois ou quelques années, quand il passe au remboursement normal, je dirais, de son prêt, il doit rembourser une somme plus importante que celle qu'il a empruntée 6 mois, 1 an ou 2 ans avant. Et effectivement, ces instruments financiers, je dirais, délicats, on voit bien qu'avec ces instruments financiers, les prêteurs, les banques, ici les établissements financiers, ont pu aller chercher des emprunteurs de plus en plus fragiles, de plus en plus risqués. Parce que rien ne dit qu'après la période, je dirais, confortable, ici, eh bien, les remboursements vont pouvoir se faire normalement. 3 types de prêts sont distingués. Alors, j'imagine que les spécialistes de ces questions distinguent des dizaines, peut-être des centaines, en fonction de tout un tas de critères. Bon, pour simplifier, vous avez donc ce qu'ils appellent les prime loans, risque faible, les prêts emprunts à risque moyen, ils appellent ça Alt-A, je ne sais pas trop pourquoi, et les fameux prêts sous prime. Voilà nos fameux prêts sous prime ici qui apparaissent. Le risque est élevé, donc là l'emprunteur ne respecte pas les conditions traditionnelles qui sont demandées pour obtenir des prêts en fait. Donc que ce soit en termes de revenus, en termes de patrimoine, en termes de toute une série de critères, il est en dessous. Alors prenons les emprunts pay option. Donc là, ce sont les emprunts dans lesquels le prêt grandit pendant la première période. Alt A, donc risque moyen. En 2003, ces prêts immobiliers représentaient 11% des nouveaux prêts immobiliers consentis. En 2005, ils représentent 38% des nouveaux prêts. 38% des nouveaux prêts immobiliers se font suivant cette option, qui est quand même l'option la plus risquée de toutes. Puisque là, au bout d'un certain temps, d'une certaine période de grâce, je dirais, au bout du délai de grâce, eh bien, il faut rembourser encore plus d'argent que la quantité qu'on a empruntée au départ. Et si vous prenez les interest only, qui ne représentaient en 2000 que 3% des nouveaux prêts immobiliers, donc ça, c'est une modalité un petit peu moins favorable pour l'emprunteur que la précédente, mais enfin, en 2004, représente 51% des nouveaux prêts. Et ça, ce sont des données qu'on trouve justement dans l'article de Ben Bernanke que j'ai cité tout à l'heure. Donc, données officielles, enfin, si on peut dire, en provenance du directeur de la Banque centrale des États-Unis. La crise immobilière, un problème de taux variable ou problème de subprimes. Un économiste américain a fait une étude donc sur cette question. Est-ce que le problème de la crise est venu principalement des prêts sous prime ou est-ce qu'il n'est pas venu plutôt du développement des prêts à taux variable? Puisque ce qu'on a vu dans les schémas précédents, ce n'était pas les prêts subprimes, c'était les prêts à risque moyen. D'accord ? Et on voit que dans ce domaine-là également, des prêts à taux variable avec des modalités plus ou moins exotiques, pour reprendre le terme de Ben Bernanke, se sont développés très fortement. Et donc cet économiste américain explique qu'en fait, les risques de défaut ont augmenté dans la même proportion pour les prêts subprimes et pour les prêts à taux variable. Et donc pour lui, le problème n'est pas venu spécifiquement des prêts subprimes, mais plutôt de cette modalité des taux variables. Alors c'est intéressant dans la perspective autrichienne, parce qu'effectivement,
Pourquoi les prêts à taux variable se sont-ils développés à ce point-là? Il me semble qu'une explication tout à fait simple et directe peut être apportée, c'est parce qu'on a vu le taux d'intérêt courant chuter à un niveau extrêmement faible, même avec des taux d'intérêt réels négatifs dans la fin de la période du boom. D'accord? Donc, l'explication autrichienne ici, elle est intéressante, elle nous permet de comprendre la logique du malinvestissement, mais elle nous permet aussi de comprendre le développement de ces instruments financiers exotiques, développement très important, puisqu'elle les ramène exactement à la même cause. Donc l'innovation financière est une conséquence de l'expansion du crédit. C'est un aspect du cycle et non pas sa cause. D'accord ? Les économistes keynésiens ou post-keynésiens utilisent une hypothèse qu'on appelle l'hypothèse d'instabilité financière. Donc eux, ils expliquent le boom justement par une sorte d'euphorie, une euphorie qui prend en quelque sorte les investisseurs, les banquiers, les financiers et qui les entraîne vers des schémas et des montages financiers de plus en plus complexes, de plus en plus risqués, jusqu'à la crise. Cette explication, par l'hypothèse d'instabilité financière, elle est associée au nom de Hyman Minsky, donc un économiste keynésien qui écrivait dans les années 70 et 80. Mais on voit que l'hypothèse d'instabilité financière, elle est en réalité, dans la perspective autrichienne, une conséquence de la création monétaire. La création monétaire fait baisser les taux, et donc la baisse des taux à court terme entraîne assez logiquement le développement de ces instruments financiers de plus en plus risqués, sauf que il est important de se rappeler qu'on est à cette époque, dans la phase de boom, donc, avec tous les experts immobiliers qui expliquent que la tendance à la hausse du prix de l'immobilier est une tendance durable. Le marché immobilier ne se retournera pas. À partir du moment où les prêteurs, les établissements financiers ou les banques estiment que le prix de l'immobilier va continuer à monter, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire les banques? Les banques ne peuvent en réalité jamais perdre quand elles font des prêts immobiliers. Puisque si elles prêtent à un individu qui n'est plus capable à un moment donné de rembourser, elles saisissent la maison, elles la revendent, et comme entre-temps le prix a augmenté, elles font un profit. Donc soit l'emprunteur rembourse comme prévu toutes ses mensualités, auquel cas tout va bien, soit il ne rembourse pas, et je dirais que pour la banque, c'est à peu près du pareil au même. Je me demande même si elle n'a pas plutôt intérêt à saisir la maison, puisqu'elle pourrait faire un profit supplémentaire. Donc à partir du moment où tous ces prêteurs anticipent une perpétuation de la hausse du prix de l'immobilier, eh bien qu'est-ce qu'ils vont faire? À partir du moment où les crédits sont disponibles massivement grâce à la politique d'expansion du crédit de la Réserve fédérale, eh bien ils vont aller chercher, c'est bien ce qui s'est passé, les emprunteurs, le plus d'emprunteurs possible pour les amener vers ce secteur dans lequel ils vont investir. Et à partir du moment où ils estiment que la tendance à la hausse ne se renversera pas, ils investissent quasiment sans le moindre risque. C'est pile je gagne, face je ne peux pas perdre. Alors je termine un petit mot sur la titrisation, parce qu'il y a deux aspects majeurs de l'innovation financière dans cette période. Il y a donc le développement, on l'a vu, des prêts à taux variables, et il y a également la titrisation des emprunts immobiliers qui ont été transformés en obligations et revendus par paquet. Bon, donc ça entraîne un certain nombre de questions. Je dirais que dans la perspective autrichienne, la titrisation, exactement d'ailleurs comme les emprunts à taux variables, ne sont pas des causes de la crise. Ce sont des effets de la création monétaire. Et dans le cas de la titrisation, en fait, la conséquence de la titrisation, ça a été la revente de ces emprunts immobiliers sous forme d'obligations dans le monde entier, dans les banques du monde entier. Et donc ça a servi, au moment du retournement immobilier, à disséminer la crise économique. Mais la perspective autrichienne ici
me semble parfaitement cohérente avec les données, avec l'explication. Ce n'est pas l'innovation financière par elle-même qui a créé la crise, ni dans son aspect des prêts à taux variables, ni dans son aspect d'utitrisation. Les prêts à taux variables ont certes fragilisé l'économie, la titrisation, la vente des obligations dans les banques du monde entier a disséminé en fait la crise, mais ne l'ont pas causée. La cause, c'est véritablement l'éclatement de la bulle, et la cause de la bulle, c'est la création monétaire, comme on l'a vu. Donc, ces innovations financières sont un aspect majeur du cycle, mais pas sa cause. Et je conclus brièvement, ici, en reprenant l'explication autrichienne. Alors, les éléments d'observation que j'ai présentés ne suffisent pas vraiment à prouver, évidemment, ne peuvent pas prouver la théorie autrichienne, ne peuvent même pas prouver qu'elle s'applique. Il faut faire un travail supplémentaire d'argumentation, il faut voir de quelles autres explications on dispose du phénomène qui s'est produit et montrer que l'explication autrichienne est supérieure aux autres. Parce que là, on pourrait me dire, oui, mais c'est trop facile, on a un schéma théorique et on va picorer comme ça à droite à gauche uniquement les données empiriques qui justifient l'explication. Donc, il y a un travail supplémentaire à faire. Bon, j'en ai fait une partie, bien d'autres ont fait ce travail d'analyse critique. Il faut prendre les explications alternatives et montrer qu'elles ne tiennent pas la route. Pour, d'une part, asseoir l'explication autrichienne sur les données historiques et d'autre part, montrer que c'est bien la meilleure explication par rapport aux autres. Cette crise des sous-primes, dans la perspective autrichienne, c'est très clair, ce n'est pas une crise du marché libre, comme malheureusement on l'entend dire partout, pourquoi pas du libéralisme sauvage sans cogner. Non, c'est une crise typique qui résulte de l'interventionnisme gouvernemental dans les affaires monétaires. La monnaie scripturale d'État est une interférence méconnue du grand public, mais extrêmement profonde dans le fonctionnement de l'économie du marché. Et la crise actuelle est considérée, dans le paradigme autrichien, comme une conséquence malheureuse, mais probablement inévitable, de cette intervention primordiale de l'État dans le marché. Voilà, merci de votre attention. La banque centrale américaine a fait cette politique pour répondre à une première crise de la bulle Internet. Je souhaitais savoir si les mêmes causes avaient produit les mêmes effets pour cette même crise donc de la bulle Internet qui a éclaté en 2000. C'est une bonne question. Et, alors, il faudrait reprendre les données. D'après ce que j'ai lu, effectivement, il y a eu aussi des expansions monétaires, une expansion monétaire qui a précédé la bulle Internet. Maintenant, je ne peux pas répondre de façon affirmative. La crise Internet a été plus modeste. Donc, de toute façon, on n'a pas eu une expansion de crédit aussi massive que celle qu'on a eue là, ici. Bon, c'est quand même énorme. Donc, il n'y a pas eu l'équivalent. Et la crise l'explosion de la bulle Internet, je dirais, a eu des effets beaucoup plus modestes, mais je dirais, sans avoir les éléments ici pour vous le prouver, qu'elle a été précédée par une expansion du crédit également. Ouais. Ici et ensuite, il y a deux autres phénomènes qui sont les règles locales du urbanisme, c'est-à-dire l'augmentation de 90% des prix immobiliers, je pense que c'est l'indice Schiller. Oui, c'est celui-là, oui. Par région, et quand on regarde par région, on voit qu'il y a vraiment des très fortes disparités. Absolument, oui. Deuxième point, c'est l'État américain qui pousse à la roue pour que les banques prêtent absolument aux ménages modestes. Et comment Si on retire ces deux éléments, est-ce que les causes monétaires seules, selon vous, auraient été capables de créer une bulle immobilière et un choc similaire? Ah oui. Les causes monétaires seules, là, elles sont énormes, elles auraient suffi. Mais effectivement, j'ai analysé en détail, j'ai lu les textes réglementaires de la Réserve fédérale pour obliger les banques à prêter à des emprunteurs risqués. Mais c'est ahurissant. La Réserve fédérale a tissé une véritable toile d'araignée sur le système bancaire américain. Quand on parle de libéralisme, je rigole, je me bidonne même à la limite. Parce qu'ils notent les banques
en fonction de... Ils donnent une note, hein, A, B, C, D, E, je crois qu'il y a 4 ou 5 notes, et si les notes sont mauvaises, ils interdisent aux banques de bénéficier d'un certain nombre de réglementations qui les avantagent. Et parmi les contraintes du système bancaire, il y a justement l'aide, ce qu'ils appellent l'aide aux communautés. Donc les ménages modestes, enfin le message de la Réserve fédérale, mais c'est presque explicitement ça, vous vous débrouillez comme vous voulez, vous les banques, vous débrouillez, hein. Soyez inventifs, créatifs, mais le mot est employé, hein. J'ai les citations exactes, je n'ai pas parlé parce qu'il n'y en avait pas le temps, mais soyez créatifs, quel est le terme qu'ils emploient? Ici, j'ai une section sur la politique du crédit et du logement. J'aime autant vous dire que c'est... bon, je vais pas le retrouver. Voilà, c'est ça. L'utilisation de techniques innovatives et flexibles. Oui. Vous débrouillez, soyez innovants, soyez flexibles. Bon, bien sûr que normalement, vous prêteriez jamais à ce ménage ou dans cette... Mais là, soyez innovatifs, soyez flexibles et allez-y. Sinon, vous aurez une mauvaise note et vous n'aurez pas accès à une réglementation qui vous favorise et qui vous permet d'accroître les profits. C'est ahurissant. Mais même en l'absence de ça, je crois que là, il y aurait une bulle. Alors peut-être pas dans l'immobilier, peut-être mieux répartie dans, si on peut dire, ça a sûrement encouragé l'injection des fonds créés vers l'immobilier. Je pense que ça a eu un effet pour canaliser les fonds dans cette direction. Est-ce qu'on peut appliquer le schéma que vous avez développé à la crise actuelle d'une façon ou d'une autre? Non. Non, la crise de l'euro, je crois que c'est une crise assez différente, une crise d'endettement. Oui, mais qui est aussi une crise de crise monétaire. Alors, L'endettement est lié au système de réserve fonctionnaire et je ne vois pas de différence majeure. Une bulle dans l'État. comment? Une bulle dans les programmes étatiques. Ouais. Il n'y a pas encore de crise de l'euro. Il n'y a pas encore de crise de l'euro? Dans le sens qu'il n'y a pas d'effondrement de la monnaie. Non. Un effondrement Non, hyperinflation. mais il voulait dire une crise On lit l'euro au titre de dette est mise en euros, mais c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Donc nous sommes rassurés, il n'y a pas de crise de l'euro. Pas encore. Ah, pas encore, ah quand même, il y a un petit doute. Eric. Oui, j'ai une petite question. On analyse ce boom par une création monétaire très importante, Oui. etc. Mais est-ce qu'il y a une analyse sur le fait que passer de 6% à 2% correspond à des profits sur les marchés obligataires absolument colossaux qui pourraient également perturber les facteurs décisionnels des banques? On met tellement d'argent que peut-être aussi ça va les engager à elles-mêmes à prendre des... Est-ce que la Banque centrale manipule également ce genre d'anticipation des banques? Elle manipule ses propres banques en leur faisant gagner des sommes absolument phénoménales sur les marchés obligataires? Ça, je ne suis pas vraiment capable de répondre. Mais donc effectivement, la baisse des taux leur fait gagner. Ben oui, bien sûr. C'est la connivence, hein, je pense, entre la Réserve fédérale et le système bancaire. Mais je n'ai pas de détails sur les profits. C'est l'indicateur de la création monétaire des banques, en fait. On accroît et leurs réserves à travers les profits et les capacités monétaires qu'elles peuvent avoir. Ça serait très intéressant, effectivement, d'avoir les profits des banques, puisque l'école autrichienne est quand même l'une des seules, du point de vue théorique, à expliquer que ces phénomènes d'expansion du crédit entraînent des redistributions vers le système bancaire. Et ça serait très intéressant d'avoir des données un petit peu plus tangibles sur l'évolution des profits pendant cette période. Ça serait très intéressant. Ouais. Pour quelle raison, d'après vous, il n'y a pas eu encore ou pas eu de bulle immobilière en France, et notamment à Paris? D'après, une fois de plus, la théorie que vous exposez, quel facteur ferait que ça n'arrive pas en fait? À Paris, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas de bulle. Hein. Pourquoi la banque va éclater, d'après vous? Mais je dirais que ça dépend des pays.
L'expansion du crédit, elle ne va pas forcément être canalisée vers le secteur immobilier, elle peut être canalisée vers d'autres secteurs. Aux États-Unis, justement, c'est ce dont on parlait juste avant, il y a eu par la politique du logement et la politique du crédit de la Réserve fédérale, il y a eu une canalisation vers ce secteur immobilier. Mais c'est pas une nécessité, ça peut avoir des conséquences sur d'autres secteurs que le secteur immobilier. Donc c'est comme ça que je l'explique. Même si les États-Unis ne sont pas encore déjà sortis de la crise actuelle, est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle crise spéculative sur, par exemple, les matières premières, ou est-ce qu'il y a une autre bulle qui est en train de se former, et est-ce qu'on a les moyens de l'anticiper à partir de ce qu'on a compris de la crise actuelle, et voir un petit peu comment justement la théorie économique autrichienne pourrait sortir du lot et dire voilà ce qui va se passer dans les prochaines années. Une autre bulle en train de se former, je pense. Hein. C'est la bulle. Je pense. Hein. Oui, dans beaucoup de secteurs, ils sont repartis. C'est le schéma qu'on a ensuite. La réponse ici à la crise des sous-prix, mais elle se poursuit. Hein. C'est une expansion monétaire quand même à nouveau assez considérable. Donc les économistes de l'école autrichienne estiment que on est en train de préparer grosso modo la prochaine crise. Hein, ça, c'est... Maintenant, pas savoir quand elle se produira, ça c'est pas possible, mais il y a de quoi être très inquiet. Non, Gabriel ? Justement, pour les matières premières, en fait, il y avait une bulle qui s'est formée peu avant 2008, parce que c'est là que les fonds d'investissement à grosse composition de matières premières commencent à être créés par les banques et offerts au grand public. Et donc, par exemple, je peux vous donner une donnée, la hausse moyenne du prix du charbon minéral entre 2006 et 2008 uniquement, c'est de 270%. Et pareil, pétrole c'est 87%, maïs 154%, l'or et argent, ils augmentent moins, même période. Et aujourd'hui, donc après 2008, la plupart des matières premières descendent en prix, sauf pour l'or et l'argent, qui en fait, ils montent beaucoup, probablement comme à cause de la quête de valeurs refuge. Et pour la question au sujet de la .com, aussi je l'ai donné, parce que juste hier, effectivement, en fait, Clinton, il a poursuivi la politique monétaire des républicains avant, à des expansions monétaires douces pour monétiser plutôt les banques après la période inflationniste à la fin des années 70, début 80. Donc, par exemple, l'expansion monétaire du premier mandat Clinton, c'était de 2,88% seulement, général, mais avec une hausse de la base monétaire de 8,22% annuel et 2,33% pour les fiduciaires. Par contre, une fois qu'il a assaini les systèmes, au deuxième mandat, et l'expansion monétaire progresse à une moyenne annuelle de 6,3%. 8,15% pour la base monétaire et 6,38% pour les fiduciaires. Donc, je crois qu'il a eu quand même... Si je peux aussi rajouter cette question-là, ce qui se passe actuellement, c'est une politique très inflationniste des banques centrales, d'abord initiée par la Banque centrale américaine, maintenant suivie de fait par la BCE, parce qu'autrement le dollar se serait déjà effondré. On voit que les petites banques centrales sont aussi obligées de suivre comme la Banque centrale suisse. Mais en fait, le crédit aux États-Unis a du mal à démarrer. Ce qu'on appelle véritablement le crédit bancaire. Si vous regardez sur les bilans, les 2 dernières années, il y a eu même une contraction des crédits. Donc les banques ne veulent pas prêter. C'est ça qui est en train de se passer. En Europe, beaucoup moins, puisque en France, par exemple, les banques n'ont jamais arrêté de prêter. C'est ça qui les expose actuellement aux difficultés qu'on connaît sur les marchés financiers. Donc aux États-Unis, les banques sont assises sur une montagne de liquidités. Cette montagne de liquidités, d'ailleurs, a été utilisée pour rembourser des prêts aux banques européennes. 90% des liquidités créées par la Réserve fédérale sont possédées par des banques non américaines. Donc il y a des liquidités immenses sur le marché, mais les banques ne veulent pas prêter. C'est quelque chose qui s'est déjà passé dans le début des années 30, et Rothbard l'explique assez bien. Dans la situation de la récession, pour que les banques se remettent à retraiter, il faut que les taux d'intérêt montent. Parce que le risque des activités est très élevé. Or, ce que font les banques centrales aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire.
c'est de baisser les taux d'intérêt. Et les banques, dans cet environnement qui est extrêmement risqué, ne veulent pas faire du crédit. Donc c'est une situation assez délicate parce que ces liquidités sont là. On peut se poser la question, que deviennent-elles? Ne sont-elles pas utilisées sur le marché financier pour faire monter certains actifs? Ce qui ne fait qu'augmenter l'incertitude pour les vrais investisseurs. Peut-être que demain, les prix de certaines matières premières et de certains actifs réels vont baisser, parce que ces prix sont effectivement surenchéris aujourd'hui suite aux politiques monétaires. Et là, je crois qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Merci à tous les intervenants pour